Bonjour à tous, dans ce webinaire sur pourquoi devenir entreprise à mission. Donc, j'ai le plaisir, d'être avec Thibault Lemarié. Bonjour. Bonjour Thibault, bonjour et qui est donc dirigeant de Château des Langues et qui va nous partager son expérience donc d'entreprise qui est devenue entreprise à mission et qui aussi, grâce à cette démarche, en fait, a lancé un nouveau projet qui est Château Vivant et dont vous allez pouvoir nous parler Thibault, au cours de ce webinaire. Donc, entreprise à mission, ce qu'on va voir, c'est, au travers de votre expérience, ce que c'est, ce que ça peut apporter, pourquoi, ça peut être intéressant, ce que ça peut apporter de devenir entreprise à mission, les bonnes raisons d'y aller, aussi, les bonnes surprises que ça apporte. Il y a, les résultats attendus, mais il y a aussi les résultats, surprises qui sont déclenchés par, toute la dynamique créée par, la démarche. Tout à fait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous partager, ce qu'a vécu Sylvain Tesson. Donc Sylvain Tesson, c'est le voyageur et écrivain et voyageur et écrivain qui a décidé, après avoir beaucoup bourlingué au travers de la planète, qui a décidé, avant ses 40 ans, de se poser au bord du lac Baïkal pour y passer 6 mois en toute solitude, au milieu de nulle part, avec, juste une cabane, des livres, un peu de vodka et de la nourriture et puis lui-même. Et il a vécu au milieu de la nature, des moments, assez exceptionnels et qu'il a consignés dans un journal de bord qu'il a publié, qui s'appelle, «Dans les forêts de Sibérie». Et voilà ce qu'il nous partage, dans le cadre de ce journal de bord. Puisque nous ne pouvons continuer à viser une croissance infinie dans un monde aux ressources raréfiées, nous devrions ralentir nos rythmes, simplifier nos existences, revoir à la baisse nos exigences. On peut accepter ces changements de plein gré. Demain, les crises économiques nous les imposeront. Alors ça, il l'a écrit en 2011, donc il y a 11 ans. Et moi, quand je lis cette citation, je me dis: il avait vu juste. C'est-à-dire qu'en 2011, effectivement, on parlait un peu, mais pas trop. Et là, en 2022, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, les crises économiques qu'on connaît aujourd'hui, et qui concernent les entreprises comme, tous les citoyens, qui est de se dire: oui, là, on est face à, la crise, de l'environnement qui nous envoie des messages, la crise énergétique, et toutes ces obligations de, changer quelque chose dans nos modes de vie, changer quelque chose dans nos entreprises aussi. Et ce que j'aime bien aussi c'est Albert Einstein qui disait: «Au milieu de toute crise se trouve une grande opportunité». Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion, de se dire: au fond, comment on peut faire différemment? Et ce que je vous propose de voir, c'est que, Sylvain Tesson, il a vécu dans une cabane au bord du lac Baïkal, une cabane en bois, voilà, dans toute simplicité. Et je vous propose, de parler aujourd'hui d'autres cabanes en bois, mais qui sont d'une autre nature, qui sont, nos châteaux en France. Alors, je ne sais pas, si vous avez une idée de combien il y a de châteaux en France. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de châteaux en France? Alors, figurez-vous que moi, je n'y pensais pas non plus. Voilà, il y en a 30 000. 30 000 châteaux en France.
Alors là, j'ai mis une photo du château de la Masure, qui est celui de Château des Langues. Il y a 30 000 châteaux en France, et c'est pour ça que Château des Langues s'est dit qu'il y avait quelque chose à explorer pour son projet. Alors, Thibaut, ce que je vous propose, voilà, c'est de nous présenter Château des Langues. Volontiers. Alors, bonjour à tous. Commençons par Château des Langues, qui est un petit peu l'origine de toute cette démarche. Château des Langues est né de façon extrêmement simple, entre la rencontre de mon père a hérité d'un château, d'un oncle qui n'avait pas d'enfant, et ma mère qui était responsable de l'enseignement de l'anglais à Airbus. Et donc de leur union est né Château des Langues. Donc tout le monde trouve ça extrêmement innovant et finalement c'est assez fortuit. Donc ça fait 40 ans qu'on existe. En fait, on célèbre nos 40 ans l'année prochaine. Et c'est un projet qui effectivement est assez intéressant, parce que nous qui sommes dépositaires d'un monument historique, comme vous devez l'imaginer, c'est assez compliqué à gérer au quotidien. Il y a des charges assez... nous, je nous considère comme des classes moyennes, entre guillemets, et on n'arriverait pas à faire face à ce type de coûts. Et donc cette activité économique qui s'intègre assez bien dans le monument et qui le respecte, nous permet de faire face à toutes ces échéances qui arrivent de façon un peu soutenue. Donc on a créé l'entreprise. Désormais, on fait des immersions linguistiques pour adultes hors vacances scolaires et des stages d'anglais pendant les vacances scolaires pour adolescents. On fait de l'anglais et du français langue étrangère, donc des impatriés de grands groupes français qui arrivent en France. Ça marche relativement bien. Et alors, il y a 2 choses qui sont arrivées en parallèle. La première, c'est qu'effectivement, on a commencé l'activité Sport tombe bien. On a commencé à déployer notre concept dans d'autres châteaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas racheter le château, on va aller apporter notre contenu, la formation linguistique, dans un autre château, le contenant qui appartient à d'autres familles. Donc ça c'est un développement classique qui marche assez bien. Et en parallèle, effectivement, on est entreprise à mission depuis avril 2021. Et ça nous tenait à cœur parce que on l'est structurellement. Alors, dans le jargon des entreprises à mission, on est mission native, dans le sens où on est structuré pour ça. L'activité économique a été créée pour permettre à ce château de survivre. Donc, objectivement, il n'y a pas vraiment de cap, de palier, de décision. C'était intrinsèque. Et donc ça, on avait suivi les travaux de Blanche Ségrestin, qui était une universitaire qui était à l'origine de l'entreprise à mission, avant que Bruno Le Maire de l'établisse. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'elle a réussi à lancer cette démarche. Et cette démarche nous a permis justement de faire reconnaître notre dimension à impact. Et donc, on en parlera tout à l'heure. On a listé les engagements qu'on a pris et en quoi est-ce qu'on se considère comme étant une entreprise à mission. À vous, Gaëlle. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, donc Château des Langues, c'est aussi une équipe, peut-être combien vous êtes et comment vous avez mobilisé l'équipe autour de ce projet de société à mission, et peut-être d'autres parties prenantes qui vous ont accompagné dans la rédaction de la mission et le choix de vos engagements. Alors, volontiers. Château des Langues, nous sommes 12 aujourd'hui. On était 8 à l'époque où on est devenu entreprise à mission, donc on augmente un petit peu. Et mais en fait, toute l'équipe est très consciente de ça parce que nos locaux, ce sont des châteaux. Donc vous voyez, tout le monde est conscient de ça, de cette notion de respect. Et donc toute l'équipe vit dans le château, et nous, on a une notion transversale ici qui est le respect, que ce soit envers les lieux, que ce soit envers les participants, parce que notamment, il y a, vous savez, cette histoire de dans les formations linguistiques, il y a beaucoup d'appréhension, de stress, de gêne. Et donc ça, le respect, c'est un outil qui est important pour permettre aux gens de se sentir à l'aise et de reprendre la parole. Donc ça fonctionne assez bien. Et puis, ça fait que toute l'équipe, en fait, a été amenée au fur et à mesure à comprendre cette notion d'entreprise à mission. Moi, j'ai expliqué parce que c'est plus moi qui m'en charge au quotidien avec l'équipe administrative, mais bon, tout le monde l'a intégré, et justement, c'est aussi une part de fierté. C'est-à-dire que notre énergie, on la dépense dans un sens qui est utile. Et c'est-à-dire que ces monuments, c'est un peu triste de les voir tomber en ruine ou de les voir sans activité. Et donc, le fait de savoir les réactiver, ça apporte beaucoup de plaisir aux participants, et c'est vraiment une relation gagnant-gagnant qu'on a su créer entre l'équipe, enfin gagnant-gagnant-gagnant, entre les participants, l'équipe et les monuments. Merci beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est que dans cette démarche, c'est une démarche collective, et qui est aussi
un moyen de motiver les équipes et d'avoir les retours d'expérience aussi des autres parties prenantes, comme voilà, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les collectivités territoriales, et que c'est un projet qui permet aussi à tout le monde d'exprimer sa vision sur la mission elle-même. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de revenir justement sur les fondamentaux de l'entreprise à mission. Et puis après, Thibaut, vous pourrez nous présenter la mission et les engagements de Château des Langues. Alors, donc le statut de société à mission, qu'on appelle aussi entreprise à mission, c'est la même chose, en fait, a été créé par la loi Pacte, qui a été promulguée en 2019. Et donc, elle prévoit des choses à la fois très cadrantes et en même temps extrêmement, qui donnent énormément de liberté à l'entreprise pour l'adapter à sa situation particulière, à son positionnement marché, à ce qu'elle offre et aussi à sa culture. Donc, en fait, c'est premièrement l'expression d'une raison d'être. Donc, c'est la raison d'être. Ce qui est intéressant, c'est de passer de mon entreprise fournit tel produit ou service à tel type de client. Ça, c'est généralement ce qu'on sait faire spontanément. À mon entreprise a tel impact sur telle partie de la société. Donc c'est un changement de prisme en fait qui, vous pourrez nous partager, Thibaut, tout à l'heure. C'est un changement de prisme et c'est le retour d'expérience des entreprises avec qui sont c'était à mission, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, qui tout d'un coup ouvre des horizons, donne du sens, énormément de sens et change en fait, c'est vraiment un changement de point de vue, une vision hélicoptère. À la suite de cette raison d'être, qui est généralement l'étape numéro 1, il y a le choix d'objectifs sociétaux et environnementaux, qui sont des engagements. Donc, c'est quel impact positif va avoir l'entreprise sur la société et l'environnement. Donc là, l'intérêt, c'est qu'évidemment, bon, il y a d'autres normes qui existent. La norme ISO 26000 en est un des socles, permet justement de lister tout ce qui est possible en matière d'engagements sociétaux environnementaux. Et là, l'intérêt, c'est de choisir ceux qui sont vraiment pertinents pour l'entreprise, ceux sur lesquels l'entreprise va avoir un vrai impact et aussi où elle va avoir un bénéfice en fait à apporter des choses nouvelles. Donc voilà, le nombre d'objectifs dépend des entreprises. Il y en a entre 3 et 10, ça dépend à peu près en moyenne des entreprises. Et ce qui va permettre à l'entreprise de dire, OK, maintenant que j'ai choisi mes engagements, je vais pouvoir écrire mes plans d'action. Et donc là, on rentre dans le concret. Et ce qui est intéressant, donc une fois que ça a été choisi, c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise. C'est déposé au greffe du tribunal de commerce. Donc, ça veut dire aussi que ça inclut les actionnaires ou les financeurs qui ont donc un vote à faire sur les statuts. Donc, ça permet aussi d'associer justement ceux qui sont intéressés au capital. Et puis, pour être sûr que ce ne sont pas juste des engagements et des mots et de la communication, il y a prévu dans la loi deux éléments de contrôle. En fait, un premier qui est piloté par l'interne, qui est le comité de mission, où il y a des membres internes et ou externes qui sont nommés au comité de mission. Il y a la seule obligation qui est imposée par la loi, c'est d'avoir au moins un salarié qui est membre du comité de mission. Et sinon, le choix, voilà, et ça, il y a des choix extrêmement variés d'une entreprise à l'autre. Le rôle du comité de mission, c'est de contrôler en fait que les engagements sont suivis d'actions concrètes et réelles. Donc, ce sont des engagements réellement mis en œuvre. Et puis, donc, ils doivent produire au moins un rapport annuel qui est transmis aux actionnaires avec les états financiers de l'entreprise.
Et puis, il y a le contrôle avec donc des durées différentes en fonction de la taille d'entreprise. Il y a un contrôle imposé par un organisme tiers indépendant, qui est donc un organisme qui a l'agrément pour faire ce type d'audit, qui va s'assurer que voilà, toute la démarche est bien mise en œuvre et qu'il y a une réalité dans la réalisation des engagements. L'OTI a le pouvoir de dire que, bien non, l'entreprise ne respecte pas ses engagements et que ça peut remettre en cause le statut de société à mission, qui est un statut officiel juridique, qui est une qualité juridique. Et donc, ça permet, l'organisme, l'OTI, en fait, est aussi là à titre, bien sûr, d'accompagnement de l'entreprise. Mais donc, ces deux garde-fous permettent justement de ne pas être dans le greenwashing et dans la communication, mais d'être dans la réalité. Donc voilà le cadre juridique qui a été introduit par la loi Pacte. Et ce qu'on voit, c'est que donc du coup, en termes de contenu, c'est extrêmement libre. Du coup, Thibaut, ce que je vous propose, c'est de partager ce que vous avez choisi pour Château des Langues. Volontiers. Donc Château des Langues, en fait, c'est 2 composantes. C'est donc cette formation linguistique avec cette expertise et ce sont ces lieux, qui procurent en fait en même temps que l'accueil, une forme d'expérience. Et donc pour nous, c'est justement les châteaux sont un peu dans une case qui sont pas vraiment, qui est pas valorisée ou pas suffisamment valorisée. Vous voyez, on les voit très souvent pour faire des mariages ou des séminaires un peu lambda et nous, on considère qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses. Donc du coup, on s'est dit voilà, avec Château des Langues, cet outil, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est fait accompagner par, Geneviève Ferron qui nous a aidés, mais ça a été très, très vite. On a juste eu à vraiment les écrire parce que comme je vous le disais, on était depuis toujours, très branchés et très sûrs de nous dans notre démarche, donc il y avait pas vraiment de travail préparatoire. Ça s'est fait en une matinée sur un coin de table parce que c'est très logique, en fait. Donc notre raison d'être s'est imposée assez rapidement, c'est donc révéler le potentiel du patrimoine. Parce que c'est un potentiel, ce n'est pas une charge, c'est un potentiel. Après, naturellement, il faut savoir le travailler et le saisir. Comme l'a dit Gaël, il y a un certain nombre d'engagements qui en découlent, et ça, on en a pris 4. Le premier, c'est accompagner la communauté des propriétaires de monuments vers plus de professionnalisme. Ça, c'est assez logique. Nous qui sommes dans la formation, on a cette logique de monter en compétences, d'être plus performant. Pour cela, il y a 2 choses principales qu'on peut citer comme exemple. À la fois, moi j'ai beaucoup participé et désormais je suis en charge de la montée en compétences justement dans un réseau qu'on appelle les audacieux du patrimoine, qui sont tous les propriétaires qui ont fait de leur monument leur activité principale. Donc ça, on est une 70-80 aujourd'hui, et ça va de Vaux-le-Vicomte à des petits châteaux comme chez nous, la Masure. Super dynamique, mais c'est presque étrange que le monde des châteaux n'ait pas eu ça, alors que les incubateurs et les espaces de coworking apportaient ça au monde de la tech, par exemple. C'était un peu absurde. Ensuite, participer à la sensibilisation du grand public sur la préservation du patrimoine. En effet, et c'est hyper compréhensible, plein de gens à froid ne s'imaginent pas qu'avoir un château, c'est compliqué. On considère que on a un château, donc on est riche, donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et l'enjeu, c'est de trouver les bons équilibres pour réussir à faire face. Donc ça, à travers pas mal de démarches, moi j'ai passé dans pas mal de médias pour sensibiliser, expliquer et faire rayonner cette problématique. Évidemment, faire du château de la Masure et des châteaux du réseau de Château des Langues, des exemples de monuments qui intègrent les problématiques sociétales, donc économiques, sociales et environnementales. Économique, on en a parlé. Social, par exemple, chez nous, on a une personne qui vient d'un ESAT, un centre d'aide par le travail. On a également différentes choses par rapport au territoire, par rapport à l'intégration dans notre territoire proche, pour faire vivre les acteurs locaux. Environnemental, on travaille sur les économies d'énergie. Donc là, on a un copeau de bois, on est en train d'installer des chauffe-ballons thermiques à solaire. On a toute une démarche comme beaucoup d'autres entreprises. Il n'y a pas de raison que les châteaux ne fassent pas partie de cette grande démarche qu'on doit tous affronter objectivement. Et enfin, soutenir les initiatives qui peuvent recréer de la valeur au service du patrimoine. Ça, c'est fait exprès pour être plus vague. Ça nous donne le moyen de pouvoir mettre de la compétence ou des moyens. Alors, on est une petite entreprise, donc des moyens, on en a peu, mais de pouvoir accompagner des démarches qui existent. Et justement, on va l'aborder tout à l'heure, il y a une démarche qu'on a co-construite, voire on a quand même pas mal d'idées, qui s'adresse justement à ce sujet-là pour aider les châteaux à créer de la valeur. Est-ce que vous voulez qu'on aborde ça, Gaël ?
Oui, volontiers. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que vous racontez, c'est que, voilà, le fait de se dire, «Notre mission, c'est de révéler le potentiel du patrimoine» et que, du coup, vous avez choisi des engagements qui ont, voilà, un impact beaucoup plus large que juste, faire vivre un château dans un terrain, en fait et pouvoir, le maintenir et pouvoir l'entretenir, et que donc, votre entreprise, elle a un impact plus large. Ça vous a amené à, heu, imaginer autre chose et à créer un nouveau projet? Disons que, on va l'aborder, mais pour nous, quand on a comme je vous dis j'en parlais tout à l'heure, Château des Langues, on s'est rendu compte qu'on arrive à déployer notre concept dans d'autres châteaux et ça a été une forme de révélation dans le sens où, en fait, une activité peut être apposée, ajoutée à un château, non pas en le dégradant et en nuisant à son identité, mais en l'enrichissant. Et c'est ça, c'est-à-dire que donc le château de la Masure, qui est notre château de famille, tout est autour de Tante Yvonne, parce que ce château a été acheté en 1900 pour Tante Yvonne. Donc on a des portraits, des bustes, un peu tout ça. Et notre château partenaire, qui est le château effectivement de Varambon, dans l'Ain, lui, il y a pas de Tante Yvonne. Par contre, ils ont leur histoire parce que cette famille était très tournée vers l'Asie et donc a ramené beaucoup de souvenirs et il y a beaucoup d'éléments asiatiques à l'intérieur. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce contenu ne va pas aller à l'encontre de justement de cette identité. Et c'est ça qu'on trouve très chouette, c'est que à la fois on préserve cet ADN, cette identité du lieu, sa nature, son génie du lieu, comme on dit, et on apporte de la valeur en apportant une méthodologie qui arrive à créer des revenus. Et donc cette complémentarité, on la trouve assez chouette parce qu'on n'est pas obligé d'écraser l'identité, on la respecte, voire on la met en valeur et on crée la valeur. Donc ça, c'était vraiment un peu la bonne surprise de Château des Langues et de cet exemple, on a voulu extrapoler et on arrive à Château Vivant. Alors, château vivant, qu'est-ce que c'est? Alors Château Vivant, c'est donc 2 exemples concrets, c'est Château des Langues, donc cette méthodologie qui est un peu l'étalon de ce qu'on veut faire. Et puis la démarche que vous devez tous connaître qui s'appelle Time for the Planet, où justement des gens vont lever des fonds pour investir dans des actions à fort impact environnemental. Et nous, c'est autour des châteaux. Donc Château Vivant va devenir une holding qui va lever des fonds et constituer des équipes opérationnelles, des chargés de projet, responsables de partenariat, communication. Et ces personnes-là, ensuite, vont à leur tour créer des activités économiques qui vont donc se dispatcher dans les châteaux. En fait, Château Vivant, ça va être un peu une forme de franchiseur à but non lucratif. L'enjeu, c'est vraiment que le maximum d'argent soit réimpacté dans les activités des châteaux et que la valeur ajoutée, la valeur créée, revienne au château. Naturellement, il y a un cahier des charges pour que, je fais court, mais c'est que le propriétaire ne s'achète pas une Rolls-Royce avec ça. C'est que vraiment les fonds générés, la valeur générée arrive dans la restauration du monument. Donc ça, on sécurise ça évidemment. Et l'enjeu, c'est donc d'avoir, donc je prends le château du coworking qui est le premier que vous voyez là, ça peut être un château assiégé. Est-ce qu'un château ne peut pas devenir le siège social d'une entreprise dans ses communs? Ça paraît finalement assez simple. Et donc château assiégé, il peut y en avoir un à côté de Saint-Brieuc, un à côté de Mulhouse, un à côté de Castelnaudary et 3 à côté de Bordeaux et 12 à côté de Paris. C'est pas du tout incompatible. On a 30 000 châteaux à activer, donc effectivement, il y a plein d'opportunités à gérer. Et ça, on est assez content parce que ça marche bien. Donc on a lancé le site il y a 2 semaines là, le 18, enfin même pas 2 semaines. Et on a une vraie appétence et effectivement l'enjeu, c'est que ces marques puissent rentrer dans les châteaux, les activer, sans nuire à leur identité, sans nuire à leur intégrité, mais comme ça en créant de la valeur. Super et donc aujourd'hui, Château Vivant, vous en êtes au démarrage du projet. Donc moi, j'ai été voir, vous avez mis en place un site, donc dont j'ai mis l'adresse là, châteauvivant.com. Donc vous présentez la démarche, vous présentez, comment chacun peut, être associé à la démarche, quel que soit qu'on soit particulier, qu'on soit propriétaire, qu'on soit entreprise, qu'on soit collectivité territoriale. Chacun peut, d'une manière ou d'une autre, participer au projet.
avec ses moyens, qui sont des moyens financiers, mais qui peuvent être d'autres types de moyens, de compétences, de réseau, voilà, de vous permettre aussi d'être mis en relation avec des personnes qui pourraient être utiles, au développement de cette, belle mission. Exactement. En fait, on propose 2 choses, donc tout le monde est invité à participer et l'enjeu c'est de constituer des cercles. Alors les cercles, c'est assez simple. Il y a un cercle de particuliers et un cercle d'entreprises. Il y a un troisième cercle ultérieur qui est un peu l'écosystème des châteaux de façon générale et ces cercles, en fait, l'enjeu est de dire, heu, si demain, dans le cercle des particuliers, on a 10 000 personnes qui disent: «Voilà, moi, je trouve que les châteaux pour la France, c'est une chance et qu'il faut qu'on en profite et qu'il faut qu'on arrive à collectivement trouver des solutions pour les maintenir en état et les sauvegarder et les faire rayonner». Si demain on arrive avec un nouveau concept, quelqu'un propose un concept, château de la pêche à la mouche, par exemple, quelque chose de dur, hein, du lourd. Eh bien, le savoir-faire de Château Vivant et des équipes de Château Vivant va être de packager cette offre. Une fois que cette offre, elle va être packagée, il faut s'assurer que le marché est demandeur. Et donc, si vous appelez ce cercle en disant que c'est une offre en B2C, donc vers des particuliers, vous envoyez le package. Et si sur 10 000 personnes, vous avez que 30 personnes qui vous disent: «Ah, c'est génial, je pense que je vais le faire», il veut vous poser des questions. Si sur 10 000 personnes, il y en a 5 000, 6 000, 7 000 qui vous disent: «Bah, moi, je pense sincèrement que oui, c'est le genre de service auquel j'aurais recours et je serais heureux d'en profiter». Et bien, dès lors, on peut lancer. Donc en fait, ces cercles sont des garde-fous qui nous permettent de sécuriser le fait qu'on puisse, lancer des projets de façon sécurisée. Alors une fois qu'on a ces cercles, dedans, il y a 2 manières de travailler. Il y a investir, donc des personnes alors c'est comme Time for the Planet, il n'y aura jamais de retour sur investissement. L'enjeu, c'est d'aider le patrimoine. Donc si demain cet écosystème génère de la valeur, elle va tout de suite être réemployée pour recréer de nouvelles activités. Et donc on peut investir, alors des petites sommes, tout est bienvenu. Et d'ailleurs, nous, on table sur 300 000 à 400 000 € par an pour faire tourner les équipes. Donc, vous voyez, c'est pas on parle pas de millions non plus et on peut s'investir. Et effectivement, tous, on a des réseaux autour de nous, tous autour de nous, on connaît quelqu'un d'influent, un journaliste, un chef d'entreprise qui peut dire: «Ah bah tiens, justement, moi, je cherche des locaux, justement, il y a une opportunité, ça me ferait plaisir de réfléchir à cette solution-là». Et donc si collectivement, on arrive à créer cette inertie, cette base de personnes motivées, à ce moment-là, on aura, beaucoup de chances de pouvoir générer des opportunités et donc trouver des clients et donc créer de la valeur au sein des châteaux et les sauvegarder. Super, merci beaucoup, Thibaut. On arrive, à la fin de notre webinaire. Donc, en résumé, pourquoi devenir entreprise à mission? Ce qu'on a vu, ensemble aujourd'hui, c'est que, bien, la démarche, elle est là pour, donner un élan, en fait, à l'entreprise, travailler sur son impact et grâce à ça, ce travail sur son impact, son choix d'engagement pour le développement durable, d'une part, ça permet, de mettre l'entreprise dans la dynamique de: «Oui, aujourd'hui, il faut apporter un changement à nos modèles économiques et il faut élargir, pas juste, consommer et produire, mais aussi élargir et réfléchir en termes d'impact, que ça met l'entreprise dans une dynamique très positive, très concrète sur, voilà, comment on peut, faire réellement du développement durable, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut. Et quelle que soit son ancienneté, puisque c'est pas seulement les startups qui peuvent devenir entreprises à mission. Vous nous l'avez montré, votre entreprise a 40 ans d'existence et voilà et elle est devenue société à mission et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, ce travail-là, en fait, ouvre des nouvelles opportunités et Château Vivant est pour vous le beau projet que vous êtes en train de porter, et transforme, en fait, l'entreprise en lui ouvrant de nouveaux horizons et de nouvelles, pistes de développement. Donc aujourd'hui, la société, les sociétés en mission à mission donc, elles sont 750. On est passé, de 216 à 750. En 2022, sur les 9 mois, eh bien, il y a eu plus 50 d'entreprises qui sont devenues entreprises à mission. C'est une très belle dynamique qui est, en train de prendre de l'ampleur
Donc, ce que je vous propose, c'est si vous il y a le site, des entreprises à mission, qui apporte des informations complémentaires et qui explique, il y a beaucoup d'outils pédagogiques pour expliquer la démarche et comment le faire. Et puis aussi, l'Observatoire des sociétés à mission qui répertorie toutes les entreprises qui sont devenues sociétés à mission et qui présentent en fait leur activité et leur démarche. Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter à Châteauvivant, c.com, Tout à fait. châteauvivant.com. Voilà, sinon vous trouvez donc, entreprise à mission et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour, votre démarche, d'entreprise à mission, vous pouvez vous connecter, sur mon site ecovoy.com et vous avez la possibilité dans la page offre de vous connecter à mon calendrier et de prendre rendez-vous avec moi. Merci Thibaut de votre témoignage. Est-ce que vous Merci pour voulez votre nous invitation. dire, voilà, un petit mot, pour conclure? Bah, écoutez, on voit que des gros rouages changent et que les entreprises aujourd'hui ont besoin quand même de montrer qu'elles n'ont pas qu'un objectif de profit. Ça, c'est inexorable et donc apporter une certaine utilité sociétale, va devenir sans doute, un prérequis pour un développement, à l'avenir. OK, super. Ouais, je partage complètement avec vous, cette, nouvelle, approche de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup. Très bonne journée à vous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.